outro fator é entender que antes Toda a experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Et merci pour cette interview. Vous êtes sénatrice socialiste des Français de l'étranger depuis 2011, secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Affaires étrangères au Sénat, et puis secrétaire nationale chargée de la défense de la nation au Parti socialiste. Et puis on vous avait reçu il y a, je crois, un peu moins de 2 ans pour votre rapport sur la défense européenne. Donc bienvenue, on était déjà tous les deux, et donc nous voilà à nouveau tous les deux. Aujourd'hui, on est là pour échanger sur l'actualisation ou la non-actualisation, ça dépend comment on voit les choses, de la loi de programmation militaire. Il y a eu un vote négatif du Sénat la semaine dernière à 200 voix à la suite d'une déclaration du Premier ministre sur l'actualisation de la LPM. Et ce refus du Sénat fait suite, par contre, à un vote positif de l'Assemblée nationale, il faut quand même le préciser. Alors, Madame la sénatrice, sur le fond de l'affaire, je vous propose de vivre dans un monde parallèle. Qu'est-ce qui aurait dû se passer si les choses s'étaient passées normalement ? Alors, si les choses s'étaient passées normalement, nous aurions dû travailler pendant quelques mois, comme nous l'avons fait en 2018, dans la préparation de la loi de programmation militaire qui a été votée à ce moment-là, il faut le dire quand même, à 96% des voix. Et nous aurions dû co-construire cette actualisation de la loi qui est prévue par l'article 7 de cette même loi. Nous avons abordé ce travail dès le mois de janvier, puisque le président de la République avait annoncé dans ses vœux à Brest, vœux aux armées, que le Parlement serait bien sûr totalement associé à l'actualisation de cette loi. Et donc, nous avons très naturellement engagé notre travail d'audition, de préparation. Et puis, nous avons appris par la ministre que finalement, le gouvernement avait décidé de ne pas actualiser la loi, qu'il n'y aurait pas ce travail de dialogue et surtout le dépôt d'un texte de loi que nous pourrions et aurions dû amender. Nous avons quand même néanmoins continué notre travail en pensant que le gouvernement changerait peut-être d'avis, et ce ne fut pas le cas. Et on nous a proposé une simple déclaration suivie d'un vote, mais qui ne sert à rien, puisque c'était une déclaration du Premier ministre simplement pour rappeler ce que nous savions déjà, c'est-à-dire que la LPM avait été respectée de 2018 à 2021, ce que nous savons parfaitement, puisque nous sommes celles et ceux qui ont voté la loi, le budget chaque année. Donc là, il n'y avait absolument aucune surprise. Voilà. C'était un rappel. Par contre, absolument, c'était un rappel, et donc dire qu'en effet, la LPM avait été respectée. Bon, très bien. À ceci près que ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. L'actualisation, ce n'est pas simplement de faire le bilan que nous connaissons et que nous avons acté, mais bien de nous projeter jusqu'en 2025, puisque nous avions déjà émis quelques réserves à l'époque, puisque l'ensemble de l'effort, en fait, se trouve dans la deuxième partie de la LPM, c'est-à-dire celle qui est à venir. Et donc, nous souhaitions, par cette clause de revoyure, être en capacité d'abord de nous inscrire dans le temps. De nouveaux besoins sont apparus, de nouvelles dépenses également, et de savoir ce que le gouvernement proposait en termes de priorité. Et comme nous sommes à enveloppe constante, et nous l'acceptons, de 295 milliards, qu'est-ce qui allait entrer dans cette enveloppe? Qu'est-ce qui serait en priorité? Et donc, qu'est-ce qui devrait être peut-être supprimé, mais en tout cas, quel programme serait affecté et ralenti? Eh bien, tout ça, nous ne le savons pas parce que nous ne connaissons ni les arbitrages que le gouvernement entend faire. Il ne nous a pas communiqué ses souhaits. Et voilà, donc nous sommes aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui s'est passé au Sénat, une sorte de bras de fer avec le gouvernement,
une ministre qui a choisi la polémique par le biais de tribunes qui sont publiées dans la presse et qui laisse à croire que le Sénat ne soutiendrait pas cette loi de programmation militaire, ce qui est absolument faux. Ce que nous ne supportons pas, c'est le fait que le Sénat ne soit pas associé à la clause de revoyure. Ça veut dire que c'est un refus non pas sur le fond de la LPM, mais sur la méthode du gouvernement. Donc, il n'y a pas de refus. Absolument pas, puisqu'on nous demandait de voter ce que nous savons. Nous, ce que nous souhaitons voter, c'est l'avenir, c'est les années à venir et sceller par la loi ce que nous avons fait jusqu'à présent est respecté puisque nous avons voté à chaque année les budgets qui nous ont été proposés, pouvoir nous inscrire dans la même co-construction finalement de cet effort qui est réalisé, qui est réel, dont nous nous félicitons tous, mais pouvoir continuer sur ce même élan. Or, le refus de s'engager, pour nous, est un signe que le gouvernement, en fait, a choisi justement de rester dans le flou. Nous savons qu'il y aura des arbitrages difficiles à réaliser parce que pendant un an, nous avons été dans une logique de quoi qu'il en coûte, avec une dette qui a explosé, avec des finances publiques qui ont été mises à mal. De fait de la cause, la cause en est connue, hein, c'est la crise sanitaire et l'aide que l'État a pu apporter notamment aux entreprises, même si dans le plan de relance, nous avons regretté que les entreprises de défense n'en fassent pas partie. Mais bien, on nous a répondu que la LPM faisait en fait office de plan de relance pour l'industrie de défense. Mais nous aimerions en avoir la preuve aujourd'hui. Et je me permets de rajouter une question. Vous évoquez que le gouvernement a choisi de rester dans le flou. Étant donné que le Premier ministre évoque qu'il n'est pas possible de donner des perspectives post-2023, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que la LPM aujourd'hui, elle est caduque, voire torpillée elle-même par le gouvernement, étant donné qu'il n'y a plus de perspectives post-2023 fiables? Absolument, puisque nous allons rester sur une LPM qui n'a pas été réactualisée par la loi telle que l'article 7 le prévoit. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement pourra peut-être procéder à des ajustements à la baisse, je crains qu'il ne soit pas à la hausse dans les années à venir, à la baisse, avec des arbitrages auxquels le Sénat n'aura pas été associé. Et nous pensons que la co-construction de cette LPM à venir, d'abord, est nécessaire parce que le Parlement, de par la Constitution, et nous avons une commission permanente, doit être associé à ce travail. Donc, c'est à la fois une faute juridique que le gouvernement commet, mais une faute politique également, en laissant croire que seul le gouvernement peut prendre des décisions aujourd'hui sans associer le Parlement. Alors, l'Assemblée nationale l'accepte, on est très heureuse, le Sénat, non. Donc voilà, j'allais vous proposer justement de prendre un peu de hauteur sur cette affaire avec qu'est-ce qu'on peut dire que ça dit ou qu'est-ce qu'on peut penser du rapport ou de l'équilibre entre le gouvernement et entre l'exécutif et le législatif? Qu'est-ce que cette affaire dit de l'équilibre entre l'exécutif et le législatif? Bien, nous avons une nouvelle preuve d'un exercice du pouvoir solitaire qui est parfaitement assumé au bout de 4 ans, à savoir que le contrôle du Parlement, au vu de ce gouvernement, n'a aucun intérêt. Nous sommes là pour légiférer les textes qui nous sont proposés sans avoir notre mot à dire, ce qui fait fi finalement de la façon dont notre République doit fonctionner avec non seulement le pouvoir législatif, mais ce pouvoir également de contrôle. Et nous, ce que nous regrettons, c'est que, en plus, la ministre ait choisi la polémique pour rentrer dans un rapport de force qui ne devrait pas exister. Je peux vous assurer qu'en janvier dernier, nous étions exactement dans le même état d'esprit qu'en 2018, c'est-à-dire très bienveillants, bien sûr, vis-à-vis de nos armées, mais également de nos industriels, parce que nous savons qu'ils ont souffert de cette crise dont nous ne sommes pas encore malheureusement sortis, et que nous avions vocation
par la loi, de leur donner la visibilité dont ils ont besoin, les uns pour se savoir protégés et pouvoir s'engager au mieux pour assurer notre sécurité, qu'elle soit sur le territoire français ou à l'extérieur en OPEX, et pour nos industriels qui investissent et qui ont besoin de savoir eh bien, que le gouvernement, enfin que l'État, de fait, honorera les engagements financiers qui sont pris par la loi. Or, quand celle-ci n'est pas réactualisée, n'est pas scellée dans le marbre, eh bien, ils peuvent craindre qu'en effet, des ajustements auront lieu, qui seront nécessaires et que le Parlement est prêt à accepter, mais que nous aimerions comprendre et connaître pour pouvoir peut-être eh bien, faire en sorte que ces ajustements soient au plus près des besoins tels que nous les connaissons, parce que nous passons des heures au contact à la fois des militaires et des industriels en audition, nous allons sur le terrain en mission. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, ce n'est pas son rôle. Donc chacun a son rôle et eh bien, je pense que la sécurité et la défense de notre pays méritent justement que chacun le joue correctement. Or, ce rôle-là est nié au Parlement aujourd'hui. Je me permets juste une remarque et deux dernières questions. Moi, la ministre des Armées qui tomberait dans la polémique selon vous, ça fait tout de même également penser à Olivier Véran, par exemple, pendant la pandémie, qui s'étonnait que l'Assemblée nationale veuille donner son avis sur comment est gérée la crise sanitaire. Donc, on voit que le gouvernement a aujourd'hui du mal ou trouve incongru que le Parlement donne son avis. Donc, on est effectivement sur une conception un peu particulière de l'équilibre démocratique ici. Je me permets deux dernières questions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon vous, dans le rapport entre l'exécutif et le législatif, au moins dans le domaine de la défense? Eh bien, que nous soyons, que nous retrouvions une certaine sérénité pour être dans un dialogue permanent qui devrait exister et qui a existé jusqu'à présent, je dois le dire. La ministre est venue maintes fois en audition au Sénat. Elle nous a rencontrés également, a invité les rapporteurs pour avis que je suis pour le programme 146. Donc nous avons eu on va dire un dialogue constructif où eh bien, nous avons des choses à apporter. Nous avons besoin, nous, de savoir quels sont les arbitrages qui sont donnés à la ministre pour pouvoir ensuite, au mieux, bien préparer le vote du budget quand même qui nous occupe et sur lequel nous commençons à travailler déjà pour le mois de décembre. Donc, c'est retrouver cette sérénité et surtout faire en sorte que nous soyons dans le respect à la fois de notre Constitution, de la loi, à commencer par ça, et que chacun la respecte. En tout cas, c'est le cas du Sénat et nous aimerions que cela soit mutuel. Plus de respect, plus de sérénité. Moi, je me permets de poser une dernière question. Étant donné la situation, est-ce que ça veut dire que les questions de défense et même le respect de la LPM votée seront des sujets de la présidentielle de 2022? Je pense que oui, parce que la sécurité fait partie des priorités des Françaises et des Français. Je crois qu'ils ont besoin de clarification quant à l'effort qui est fait pour l'assurer. Est-ce aussi une priorité pour les candidats qui se présenteront en 2022? Et si c'est le cas, je crois qu'on dit qu'il faut des preuves d'amour, hein, et donc cette LPM en est une. Et donc, je crois que voilà, il y a des questions telles les OPEX, l'implication de la France. Là aussi, nous avons eu un débat, je vais faire un petit rappel quand même. Le Sénat a demandé un débat sur Barkhane, pardon, qui n'était pas forcément bienvenu, mais bon, finalement, la ministre s'y est prêtée. Nous a fait savoir au départ que voilà, ça venait pas du gouvernement, et donc voilà, on est toujours dans ce rapport où il faut que le gouvernement propose et que nous actions. Mais bon, donc nous avons proposé un débat, il a eu lieu. Ça s'est bien passé. Nous avons chaque groupe politique a exprimé un petit peu la façon dont nous voyons en effet l'évolution de cette opération, de cette OPEX. Et puis nous apprenons, et je crois que la ministre aussi, soudain que le président de la République a décidé tout seul d'y mettre fin. Alors là aussi, nous sommes engagés depuis 8 ans, nous savons très bien qu'il est nécessaire à un moment de prévoir autre chose
que cette présence militaire qui ne peut pas durer pendant des décennies, à ceci près aussi que le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, lors de sa dernière audition au Sénat, la semaine dernière, nous avait dit qu'il ne pensait pas qu'il était possible pour la France de se retirer soudainement, que ce serait d'abord une preuve d'échec, d'autre part, c'est-à-dire que nous avons passé 8 ans pour rien, avec quand même les soldats qui ont laissé leur vie là-bas, l'investissement financier colossal, et qu'il fallait qu'il y ait une montée en puissance et que ce retrait devait se faire aussi avec un état de droit qui serait un petit peu plus solide, on va dire, au Mali. Et 48 heures plus tard, le président de la République nous dit exactement le contraire. Donc nous avons une ministre qui ne savait pas, de toute évidence, il y a quelques semaines, que nous mettrions fin à cette OPEX, et un chef d'état-major des armées qui, 48 heures plus tôt, disait le contraire de ce qui est annoncé ensuite. Donc, je pense que les Françaises et les Français méritent mieux que en même temps, d'avoir une annonce et son contraire dans la foulée. Je crois que l'exercice du pouvoir ne peut pas se faire de façon aussi verticale et jupitérienne dans notre République, parce qu'il entraîne finalement des erreurs, des erreurs de jugement peut-être, mais qui peuvent être catastrophiques parce que c'est au niveau de notre pays, enfin ça engage notre pays complètement. Donc je pense qu'en 2022, nous avons besoin de revenir à l'exercice un exercice du pouvoir qui soit beaucoup plus collégial, qui prenne en compte le Parlement, les corps intermédiaires, que chacun joue son rôle pour aller de l'avant et prendre les meilleures décisions possibles. En tout cas, le Sénat est complètement mobilisé et vraiment très bienveillant vis-à-vis de nos forces armées. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, à toutes celles et tous ceux qui s'engagent au prix de leur vie, malheureusement pour certains. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faudra passer en 2022, avec bien sûr des arbitrages qui seront difficiles budgétairement, mais c'est justement pour cela qu'il faut que le Parlement soit complètement associé à la co-construction de ces projets de loi qui sont déposés, sans qu'on nous oppose forcément des votes ou des avis négatifs à tout ce que nous proposons. Voilà, donc ça c'est l'idéal de la façon dont la Ve République devrait fonctionner. Ce sera donc, je pense, le mot de la fin. Face aux arbitrages budgétaires qui seront compliqués et aux menaces qu'on a face à nous, le besoin d'un exercice du pouvoir collégial. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt avec la Fondation Jean Jaurès. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.